Bienvenue dans la nouvelle série, c'est oui ou c'est non. L'objectif de cette série, c'est que toi tu puisses me poser les questions. Donc si tu le souhaites, c'est sur Instagram et c'est aussi en lien en commentaire. Donc te poser des questions et que moi je t'apporte les réponses avec oui ou non. Et bien évidemment après on va les développer. Donc là c'est parti pour les premières questions que vous m'avez posées. Donc est-ce que le HIIT est-il plus efficace pour perdre du gras que la musculation? Non. Est-ce que le cortisol peut bloquer les effets du sport? Oui. Le sommeil est-il le paramètre le plus essentiel pour être en bonne santé? Oui, 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 oui. Puis-je perdre du poids en étant enceinte de 5 mois? Bien évidemment, on parle d'être en bonne santé, etc. Non. La densité osseuse est-elle impactante sur le poids? Non. Non, non, je sais que ça peut paraître. Je vous expliquerai après, je t'expliquerai après. Est-ce que se complémenter en sélénium est-il une bonne idée? Non. Enfin, c'est ni une bonne ni une mauvaise, mais bon, j'expliquerai ça. Manger uniquement à l'écoute de son corps, est-ce bon? On a dit que c'est pour monsieur et madame tout le monde, donc non. Non, c'est pas bon. Est-ce qu'il est mieux de favoriser la marche le soir? Oui. Oui, 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 oui. Boire beaucoup d'eau par jour fait-il vraiment perdre du poids? Non. Mais oui. Je t'expliquerai après. Et pour perdre du poids, est-ce qu'on peut perdre du poids lorsque l'on est en pleine ménopause? Absolument, my friend. Allez, c'est parti. Donc là, tu as vu, on a fait les questions avec oui et non sans les réponses. Donc là, je vais te faire les réponses. Et puis, si tu ne me connais pas, je vais me présenter. Je m'appelle Walid, je suis nutritionniste. Ça fait maintenant 10 ans que j'ai créé Kevlar Diet. Et en ce moment, j'aime bien faire ce genre de questions-réponses pour essayer de t'apporter un maximum de choses concrètes de manière rapide, simple, accessible. Donc, let's go. Et puis encore une fois, si tu as aimé le concept, tu peux toi aussi poser les questions que tu souhaites directement avec le lien que je t'ai mis ou directement en commentaire. Alors, c'est parti pour la première. Est-ce que le HIIT, donc c'est High Interval Intensity Training, donc c'est le fait de faire du fractionné, etc., mais plutôt avec des mouvements type CrossFit, est plus efficace pour perdre du gras que la musculation? Alors ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que la musculation c'est bien parce que ça va te faire augmenter ta masse musculaire et donc si ta masse musculaire elle augmente, tu vas augmenter ton métabolisme de base et donc tu vas cramer du gras beaucoup plus facilement. Mais le HIIT, lui, il va jouer sur ta masse musculaire et en plus de ça, il va jouer sur le cardio. Donc tu as les deux effets bénéfiques. Donc tu as les effets bénéfiques du gain de masse musculaire sur ton métabolisme de base et donc sur la perte de gras sur le long terme. Et en plus de ça, sur les bénéfices du cardio immédiat. Sachant que la musculation, ça crame vraiment pas beaucoup de calories, contrairement à ce que l'on croit. Une séance, on est à 300, 400 maximum sur une heure. Tandis que si tu fais du HIIT, en 20 minutes, tu peux cramer l'équivalent de 1 heure de musculation. Donc le HIIT, c'est beaucoup plus intéressant pour cela. Oui, my friend. Est-ce que le cortisol peut bloquer les effets du sport? Eh bah oui, my friend. Le cortisol, c'est quoi? Le cortisol, c'est très très simple. Le cortisol, c'est une hormone. C'est une hormone de stress. L'objectif du cortisol, c'est simplement de mobiliser le glucose, c'est-à-dire par la néoglucogénèse. Donc en fait la nouvelle voie de création du glucose. C'est aussi de réduire la réponse inflammatoire. C'est aussi de réduire la construction de masse musculaire. C'est aussi le fait de favoriser la lipogénèse, donc la création de gras au niveau des viscères. Donc c'est tout cela. Le cortisol, on en a besoin. Sauf que si on en a trop, si on en sécrète trop, ça va venir perturber tout simplement entre gros guillemets, notre brûlage de calories. Je l'ai noté là juste là exactement, c'est le catabolisme musculaire il va être élevé, donc on va perdre de la masse musculaire et comme tu le sais tout à l'heure, je te l'ai dit, avoir de la masse musculaire permet d'augmenter son métabolisme de base et donc permet de cramer plus de calories. Donc si là on vient et qu'on diminue notre masse musculaire, eh ben on diminue notre métabolisme de base et donc on diminue notre, simplement notre combustion, notre brûlage si on peut dire de calories. Donc c'est pas forcément intéressant. Il y a aussi une augmentation de la fatigue. Donc, bien évidemment, si tu es plus fatigué, tu vas moins bouger. Donc, tu vas avoir moins de mouvement. Donc, encore une fois, ce n'est pas une bonne chose. Tu vas avoir tendance à manger davantage des choses plus sucrées pour pallier à cette fatigue-là. Et donc, ce n'est pas bon. Donc, le cortisol, en soi, n'est pas mauvais. C'est l'excès de cortisol qui est mauvais. Et bien évidemment, comment faire pour l'objectiver? Parce que ça ne rien dire, j'ai trop de cortisol, etc. Il faut faire une prise de sang. Après, il y a des études qui ont montré que prendre un café le matin à jeun dès le réveil, ça augmente ton pic de cortisol. Alors que si tu attends 30 minutes à 60 minutes après ton réveil, ça permet d'éviter ce pic-là, etc., etc. Il y a plein de techniques sur ça, on pourra même faire une vidéo sur le cortisol. Mais le cortisol,
en excès, si tu en produis en excès, ça va être très difficile de perdre du poids. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui, lorsqu'elles sont stressées, et ben, tout simplement prennent du poids. D'accord? Donc ça, c'était la question 2. Question 3, la base. Le sommeil est-il le paramètre le plus essentiel pour la bonne santé? Bien évidemment que oui. Bien évidemment que oui. Le sommeil, c'est la base de toute chose. Si tu ne dors pas suffisamment, il y a deux copines, la leptine et la gréline, qui sont deux hormones responsables de la satiété et de la sensation de faim, qui vont être complètement déréglées. Ce qui veut dire que si tu ne dors pas suffisamment, les hormones qui doivent te dire tu as faim, tu n'as plus faim, elles ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que le signal, il ne fonctionne plus. Donc comment est-ce que toi, tu veux déjà être en bonne santé, sachant que tu vas manger tout et n'importe quoi, tu ne sauras pas t'arrêter, tu ne sauras pas quand tu as faim, tu ne sauras pas quand est-ce que tu n'as pas faim. Donc ça, premièrement. Deuxièmement, ça va diminuer la sensibilité à l'insuline. La sensibilité à l'insuline, c'est le fait que ton corps lui produise peu d'insuline pour avoir des bons résultats. Ce qui veut dire que ton corps lui va devoir produire beaucoup d'insuline. Sauf que si tu produis beaucoup d'insuline, ce n'est pas bon parce que tu vas faire beaucoup de gras derrière, ok, mais tu vas faire des hypoglycémies réactionnelles. Ce qui veut dire que tu vas être encore plus fatigué. Et en plus de ça, bah, tu risques de devenir diabétique. Parce que diabétique de type 2, c'est qu'on a fait beaucoup de pics d'insuline et qu'après le pancréas, il est fatigué et il tombe en retraite anticipée. C'est pour ça que les personnes, eh ben, elles deviennent diabétiques vers la quarantaine, cinquantaine. Et c'est pour ça que les profils de personnes qui sont diabétiques de type 2, je précise bien évidemment, ce sont des personnes qui sont en surpoids ou en obésité. Parce qu'elles ont 40, 50 ans de manger des choses sucrées pour faire des pics d'insuline. Bien que maintenant, ils ont découvert en Chine des diabètes qui commencent vers 20, 25 ans, tellement ils consomment des produits sucrés. Petite parenthèse. Donc oui, bien évidemment, un manque de sommeil, c'est pas un manque de sommeil genre aigu, genre une fois, j'ai dormi, j'ai pas beau. Non, c'est si tu as l'habitude de pas beaucoup dormir, ça va te saboter ta santé, saboter ta perte de poids, ta prise de gras, ta prise de muscle, ta fatigue, ta clarté mentale, ta récupération. Parce que oui, même l'hormone de croissance, la GH, elle est sécrétée durant la nuit. Si t'en fais pas, si tu dors pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment d'hormones de croissance qui est sécrétée. Du coup, bah, tu vas pas suffisamment récupérer. Pareil pour ton système immunitaire, tu vas tomber beaucoup plus facilement malade, etc., etc. Et au final, c'est ton espérance de vie qui va diminuer. Donc oui, le sommeil est l'élément le plus important pour être en bonne santé. D'ailleurs, il y a une phrase que j'aime bien, c'est si le sommeil était un complément alimentaire, il serait considéré comme du dopage, tellement c'est puissant. Donc le sommeil, la base. Si tu n'arrives pas à prendre de masse musculaire, si tu n'arrives pas à perdre de gras, tu n'arrives pas à maigrir, ou tu n'es pas bien, ou tu n'arrives pas à faire des bons choix, c'est certainement dû à ton manque de sommeil de qualité. Je précise bien de qualité, parce que les heures de sommeil qui sont après minuit, c'est pas la même qualité que les heures de sommeil qui sont avant minuit. Ça, il faut le savoir, d'accord? Puis-je perdre du poids en étant enceinte de 5 mois? Donc la réponse est non. Déjà, quand on est à ce stade-là, donc on est au second trimestre, on ne va pas chercher à perdre du poids. C'est pas le but. Le but, c'est peut-être de ne pas en prendre, mais c'est pas de perdre du poids. Par contre, ce qui est possible de faire, bah, c'est de perdre un petit peu de masse grasse. Ça, c'est possible. Et c'est tout à fait différent que de perdre du poids. Perdre du gras, c'est différent que de perdre du poids. Tu peux perdre du gras et prendre du muscle. Tout comme tu peux prendre du gras et perdre du muscle. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est la pire des choses à faire. Donc oui, une femme, elle peut perdre du gras quand elle est enceinte de 5 mois. C'est possible. Ce qui n'est pas recommandé, c'est de vouloir perdre du poids lors du second trimestre. Après, si une femme elle est enceinte, elle est au 5e mois, et que avant déjà, elle était en situation de surpoids, vraiment pas forcément obésité, mais vraiment un surpoids notable, oui, dans ce cas-là, elle peut perdre du poids. Parce qu'en fait, c'était du poids qu'elle avait, c'était du gras vraiment en excès. Du coup, le fait de mieux remanger va lui faire perdre ce gras-là. Mais si la femme n'avait pas un excès de poids avant sa grossesse, dans ce cas-là, il ne faut pas rechercher à perdre du poids. D'accord, my friend? Question 5, une question qui revient tout le temps, tout le temps. Est-ce que la densité osseuse, elle a un impact sur le poids? Tu sais, la fameuse question, la fameuse phrase, ouais, mais moi j'ai les os lourds. Cette phrase-là, je l'ai entendue des milliers de fois. Si bien que je me rappelle quand j'étais en première année, je me rappelle de ma licence, j'avais demandé à mon prof, je dis monsieur, parce que lui, il avait tous les appareils, etc., pour le sportif, pour la calcul de densité osseuse et tout. Et je dis, monsieur, est-ce que c'est vrai que les os, ça influe sur le poids? Il y en a qui ont des os lourds, il y en a qui ont des os maigres, légers, etc., etc. Et il nous a dit, de toutes les études,
la différence de poids qu'il va y avoir maximale entre la personne qui a les os les plus légers et une personne qui a les os les plus lourds, alors vraiment les deux extrêmes, c'est maximum 4 kilos entre les deux extrêmes. Donc le fait de dire oui, mais moi j'ai les os lourds, ça fonctionne pas trop. Allez, maximum, ça va être 2 kilos. Et encore, et encore. Mais le fait de dire est-ce que les os, ça joue sur le poids, etc. Non. En plus de ça, les os, c'est pas du gras. Ça veut dire que comment ça s'appelle, dans ton physique, dans ta silhouette, c'est pas ça qui va faire enfin, c'est pas ça que toi tu voudras perdre. J'ai jamais vu quelqu'un me dire, oh là là, j'aimerais bien maigrir des poignets. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. Non, j'aimerais bien perdre du ventre. J'aimerais bien perdre des cuisses. J'aimerais bien perdre des hanches. J'aimerais bien perdre de la poitrine. J'aimerais bien perdre au niveau du visage. Oui, ça oui. Mais perdre des poignets, j'aimerais bien perdre du coude. Ça n'existe pas. Donc non, la densité osseuse, elle n'a pas d'impact sur le poids. Je t'ai dit, la personne qui a les os les plus maigres et la personne qui a les os les plus lourds, c'est 4 kilos maximum de différence. Donc c'est vraiment les deux extrêmes en plus. Donc non, non, my friend. Est-ce que se complémenter en sélénium, est-ce une bonne idée? En fait, j'ai dit non, euh, parce qu'en fait, ça sert à rien. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sélénium, je l'ai noté juste là, le dosage, attends, je vais trouver le dosage exact, parce que je ne me rappelle plus. Euh, c'est 400 UG par jour, maximum. Ce qui fait que si tu en consommes trop, il va y avoir un risque, ce qu'on s'appelle la sélénose. Chute de cheveux, fatigue, irritabilité. Tu as aussi une sorte d'haleine métallique. Je sais pas comment te le dire, mais tu sais, c'est une haleine bizarre, tu vois. Donc le sélénium, mis à part des cas de pathologie comme, je l'ai noté aussi là, hop, maladie inflammatoire, maladie de Crohn, etc., etc., donc au niveau de l'intestin. Euh, Si tu es végétalien strict et que tu sais pas bien gérer, genre c'est mal équilibré, des patients pardon, qui sont sous dialyse. Dans ce cas-là, oui, ça peut être intéressant de se supplémenter en sélénium. En dehors de ça, il n'y a pas grand intérêt. Tu le trouves dans les œufs, tu le trouves dans les poissons, tu le trouves dans les oléagineux. Donc il n'y a pas d'intérêt à se supplémenter en sélénium. Et ça peut être dangereux, comme je te l'ai dit, parce que tu peux vite atteindre le seuil de toxicité et avoir le problème de perte de cheveux, irritabilité, fatigue, etc. etc. Donc attention à ça. Pareil, pour tout ce qui est complément alimentaire, faut pas faire n'importe quoi. Je sais que c'est facile, t'en as sur internet, t'en as à la pharmacie, t'en as partout, t'en as peut-être même dans les grandes surfaces maintenant. Mais c'est pas des bonbons, non, c'est des micronutriments qui vont avoir des effets bénéfiques ou néfastes. D'ailleurs, un exemple tout bête, j'en ai pas là sous la main, mais ils sont dans la cuisine. Le magnésium, par exemple, que tu vas acheter en pharmacie, en parapharmacie ou dans les grandes surfaces, la majorité du temps, même ils vont dire oui, du magnésium marin, c'est naze, c'est zéro, c'est pas bien absorbé. Tu achètes des choses qui ne fonctionnent même pas et qui peut-être vont venir abîmer tes intestins. Pareil pour le fer. On ne prend pas le fer sous forme de sulfate ferreux, on le prend sous forme de bisglycinate de fer. Pareil pour le zinc. Pareil, on le prend sous forme de picolinate de zinc. Et ça, il y a des exemples pour tout, 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 tout. Magnésium, on ne prend pas de citrate de magnésium. On prend du magnésium bisglycinate. Pareil pour la vitamine D. On prend de la vitamine D3, cholécalciférol. On ne prend pas une autre forme de vitamine D. Et puis, si on peut, on prend avec de la vitamine K en plus. Parce que c'est mieux absorbé. Donc en fait, tout ça, il faut le prendre en compte avant de se jeter sur des compléments alimentaires. Dire, ouais, ça c'est bien, regarde, un tel me l'a recommandé, ou ils disent. Faut pas oublier que les compléments alimentaires, pour ceux qui les vendent, c'est un business. Et donc il faut faire attention dans le choix des compléments alimentaires. Mais ça, j'ai fait une vidéo déjà YouTube sur ça. Si tu veux, tu le regardes sur ma chaîne, compléments alimentaires. J'ai mis ceux qui sont intéressants, pas intéressants. J'en referai d'autres parce qu'il faut toujours répéter les choses. Mais il faut pas, comment dire, il faut pas faire n'importe quoi avec. Pareil pour le collagène. Oui, collagène, on prend du collagène marin. C'est nul le collagène marin. Il faut prendre du collagène animal. Et si toi tu dis oui, mais moi je mange pas tout ce qui est source d'animal, etc., par conviction religieuse ou principe ou blablabla, ne prends pas de collagène végétal, collagène marin ou ce que tu veux, prends plutôt de la glycine. Parce que la glycine c'est végétal et c'est la glycine qui est précurseur naturel de collagène. Là, ça va être intéressant. Donc attention, sélénium, est-ce que c'est une bonne idée de se complémenter en sélénium? Pour le commun des mortels, non. D'accord? Une autre question sur
pour le commun des mortels, encore une fois, manger uniquement à l'écoute de son corps, est-ce bon? Non. Pourquoi? Parce que la majorité des personnes ne vont pas avoir les bons, déjà les bonnes, comment dire, les bonnes bases de la nutrition. Savoir quelles sont les portions à peu près à apporter à son corps par rapport à ses besoins, par rapport à sa taille, par rapport à son poids, par rapport à ses objectifs, par rapport à ses réels besoins de la journée, et ses besoins de la semaine, et ses besoins du mois. Encore une fois aussi, ton corps, bah, il faut être, j'ai dit non pour le commun des mortels, mais par exemple pour moi, oui, je peux. Pourquoi? Parce que je sais exactement ce que je vais retrouver dans tel ou tel aliment. Ça veut dire que si j'écoute mon corps, je sais quel signal est-ce qu'il va m'envoyer. Si je suis fatigué, si j'ai faim, si au contraire j'ai un peu de mal à me concentrer, peut-être que là je vais devoir boire de l'eau qui c'est un peu plus de magnésium. Si je sens que je tombe un petit peu plus malade, et ben je vais avoir besoin de plus de vitamine C. Si j'ai moins de vigilance, si j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Je sais exactement écouter mon corps. Mais pourquoi? Parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai étudié mon corps, que je l'ai écouté, que j'ai testé des choses, que c'est mon travail. C'est comme si tu dis, je pousse vraiment le truc, hein, mais est-ce que je peux faire un diagnostic de ma voiture juste à l'oreille? Bah, si t'es pas un garagiste, il y a très peu de chances que tu y arrives. Et même, c'est pas tous les garagistes qui arrivent. Par contre, un bon garagiste, tu vas te dire, vas-y, mets un coup de clé, démarre ou appuie sur le starter. Il va dire, ah, c'est bon, je sais c'est quoi le problème. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc, manger à l'écoute de son corps, c'est une bonne chose. Mais ce que je recommanderais de faire, c'est d'avoir déjà des bases solides. Pourquoi pas avoir un plan alimentaire, quelque chose tu sais, de carré, de structuré plutôt, et d'être à l'écoute de son corps. Ça veut dire que j'ai un plan. Ce plan-là, il est optimal pour moi. Je suis le plan et je suis à l'écoute de mon corps. Est-ce que quand je suis le plan, je suis en meilleure santé, je me sens mieux, je suis moins fatigué? Oui, je continue. Est-ce que quand je fais ce plan-là, est-ce que quand je mange tel aliment, bah, je sens que j'ai un peu plus mal au ventre, je sens que cet aliment-là, il me fatigue un peu plus? Oui, alors je vais diminuer sa consommation. Et donc c'est plein d'autres choses comme ça. Mais pour la majorité des personnes, manger uniquement à l'écoute de son corps, c'est non. Parce que le corps ne va pas réclamer ou la personne ne va pas comprendre ce que le corps réclame et donc va lui apporter des choses qui sont un peu à côté et bah, risque d'avoir tout simplement des carences, des manques. Et après, bah, si tu as des manques, des carences, le corps il va te le faire savoir en te poussant à consommer d'autres choses. D'accord? Est-ce qu'il est mieux de favoriser la marche le soir? Alors là, encore une fois, c'est pour la majorité des personnes. Alors moi, ma réponse, c'est oui. Oui, pourquoi? Parce que la marche, ça va permettre de vraiment faire le vide. De faire le vide, de calmer ton système nerveux. Et en fait, ça, le soir, c'est génial. Surtout si t'es pas avec ton téléphone, t'es pas avec de la musique, t'es pas avec une source de stress et de stimulation. Ça va te permettre de vraiment relâcher la pression. Si tu as mangé avant, ça te fait une petite marche digestive. Et en fait, ça va te mettre dans les meilleures conditions. En plus de ça, tu oxygènes ton corps. Bref, c'est génial. C'est vraiment doux. Et tu vas te mettre dans les meilleures conditions. Tu vas mettre ton corps dans les meilleures conditions pour pouvoir dormir. Et comme je t'ai dit, le sommeil, c'est le plus important. C'est la chose la plus importante. Donc en faisant cela, tu vas te mettre dans les conditions pour avoir le sommeil le plus réparateur possible. Donc, la marche le soir, c'est génial. Et s'il y a à favoriser, si tu as la possibilité, soit tu dis le matin ou le soir, moi je te conseillerais le soir. Et le matin, tu la réserves pour les activités un peu plus énergétiques. Que ça soit intellectuel. Moi, par exemple, moi, toutes mes séances de travail qui me demandent vraiment beaucoup d'énergie, je les fais le matin. C'est le matin où je fais le plus gros du travail parce que j'ai une clarté mentale. C'est le matin. L'après-midi, le soir, non. C'est pour des choses euh, qui demandent moins d'efforts de réflexion. C'est pour des choses qui sont beaucoup plus naturelles. Par exemple, tu vois cette vidéo là, je la tourne, il est 15 heures. Ça me demande moins de réflexion parce que cette vidéo là, je l'ai travaillée avant et donc là, je sais de quoi je parle de mon sujet et c'est comme si j'avais une discussion avec toi. Et discuter avec quelqu'un, c'est pas quelque chose qui me demande énormément d'énergie. Tandis que lorsque je fais mes programmes, lorsque je fais mes menus, lorsque je fais tous les autres travails, et ben là, j'ai besoin de beaucoup plus de, de, comment dire, de clarté, de réflexion. Et donc c'est là le matin que je vais choisir. Donc si tu as la possibilité de favoriser la marche le soir, oui, c'est mieux. Boire beaucoup d'eau par jour fait-il vraiment perdre du poids? La réponse est non, mais je vais t'expliquer pourquoi. Boire de l'eau, ça ne fait pas maigrir. Il n'y a rien en soi qui fasse maigrir. Même si tu as déjà vu les noix de cola, le café, le maté, le thé, même si j'en ai déjà parlé, hein, ça va t'aider. Brûleur de graisse, tout ce que tu veux, tisane, amaigrissant, ça va t'aider.
Ça va pas te faire maigrir. En gros, c'est comme si tu disais, j'ai une montre ou j'ai une horloge, mais elle fonctionne avec une pile. C'est pas une montre automatique. C'est une montre qui fonctionne avec une pile ou une horloge qui fonctionne avec une pile ou une horloge qui fonctionne avec une prise. Bah toi, tu vas te dire, ok, je vais mettre de l'huile, je vais la nettoyer, comme ça le rouage, tout va bien fonctionner. Et en fait, si tu te dis ça, c'est très bien. Mais est-ce que le fait de mettre de l'huile, le fait de, le fait de bien l'entretenir, ça va la faire fonctionner toute seule s'il n'y a pas de pile? Bah non. Bah là, c'est exactement la même chose. Tu bois beaucoup d'eau, mais tu fais pas attention à ce que tu manges. Tu fais pas de déficit calorique. Tu marches pas, tu bouges pas, tu manges n'importe quoi. Tu peux boire toute l'eau du monde, il va absolument rien se passer. Par contre, si tu bois beaucoup d'eau, ça va. Quand on dit beaucoup, c'est au-delà de 1,5 litre. Attention à pas en trop boire non plus, parce qu'après, c'est pas bon. Ça peut diluer le sang, ça peut être mauvais pour tout ce qui est les solutés, tout ce qui est les minéraux dans ton sang. Donc, faut pas trop en boire. Pas trop en boire, c'est dépasse pas les 3 litres. Entre 1,5 litre et 3 litres, t'es bien. Au-delà de 3 litres, il faut vraiment y aller pour boire. L'eau, quand tu vas en boire, c'est bien parce que ça va calmer la faim. Naturellement, ça va prendre la place de l'estomac, ça va stimuler les cellules de Cajal, ça va envoyer un signal au cerveau qui va dire c'est bon, on n'a plus faim. L'eau, ça va te permettre de réaliser de manière optimale toutes les réactions métaboliques. La combustion des graisses, la gestion des lipides, la gestion des glucides, la synthèse de protéines, tout ça. Ça va aussi jouer sur le cerveau. Le cerveau, il est composé à 70% d'eau. Donc ça va jouer sur énormément de choses. Donc ça va jouer sur aussi la digestion, l'élimination de tes déchets. Bref, ça joue sur énormément de choses. Et donc le fait de ne pas boire suffisamment fait que toutes les réactions de ton corps ne vont pas se passer de la bonne manière. Et souvent, quand on a faim, donc la sensation de faim, elle est similaire à la sensation, pardon, excuse-moi, la sensation de soif, elle est similaire à la sensation de faim. Et donc si tu ne bois pas suffisamment, tu t'exposes à la sensation de soif, et donc tu t'exposes à une sensation de faim qui va te faire prendre du poids si tu as l'habitude de grignoter, etc., etc. Donc oui, le fait de boire suffisamment va te mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir perdre du poids. Mais c'est pas parce que tu bois 3 litres d'eau que tu vas maigrir, d'accord? On s'est bien entendu là-dessus. Et c'est pas parce que tu prends des tisanes qui t'envoient aux toilettes faire caca, etc., que tu perds du poids. Ça, j'en vois des trucs, perdez 5 kilos en une semaine grâce aux trucs dépuratifs. Je vais pas dire de... Mais c'est n'importe quoi. C'est quoi? C'est tu te vides tes intestins et oh j'ai perdu. Non, c'est n'importe quoi. Si c'est dans tes intestins, c'est pas du gras. C'était du caca que tu as éliminé tout simplement. Donc ça, ce sont des bêtises. Mais oui, boire beaucoup d'eau permet de perdre du poids plus facilement. D'accord? Et la dernière question, c'est est-ce qu'on peut perdre du poids lorsqu'on est en pleine ménopause? Bah la réponse est oui, bien évidemment, parce que la ménopause, c'est quoi? La ménopause, tu vas avoir une chute d'ostrogène. Tu vas avoir une chute aussi de progestérone. Donc en fait, c'est vrai que le métabolisme de la femme à la ménopause, il va un petit peu ralentir. C'est pour ça que tu as des femmes qui peuvent observer, dans la majorité des cas, une légère prise de poids. Parce qu'il y a une régulation de la rétention d'eau et du métabolisme qui va être un petit peu différent. Et si l'alimentation n'est pas adaptée lors de cette transition-là, si c'est toujours la même, bah bien évidemment qu'on peut prendre 1 kg, 2 kilos. Pourquoi? Parce qu'avant, tu avais un métabolisme A. Il fonctionnait à 100%. Après, tu as un métabolisme B qui va fonctionner peut-être à 95%. C'est rien, il n'y a pas une grosse perte. Mais ces 5%-là, s'il n'y a pas de transition et que tu fais exactement la même chose, bah, il y a 5% manquant. Il y a 5% moins efficace. Donc c'est normal que si tu ne changes absolument rien, eh ben, que tu prennes du poids. C'est tout à fait normal. C'est comme si quelqu'un il te dit avant j'avais l'habitude de courir juste une fois par semaine et je mangeais ce type d'alimentation, genre l'alimentation A. Maintenant j'ai arrêté de courir une fois par semaine et j'ai toujours la même alimentation A. Je comprends pas, j'ai pris du poids. Bah, tu vas dire bah, c'est normal. Avant tu courais une fois par semaine, là tu cours plus. Et tu manges exactement la même chose. C'est normal que tu prennes du poids. Oui, logique. Bah là c'est exactement la même chose. Avant la ménopause, tu avais un certain métabolisme. Et après la ménopause, tu as un autre métabolisme. C'est normal, c'est naturel, c'est comme ça, on ne peut pas le changer. C'est comme quand tu as été pubère, tu peux pas dire oh là là, j'aimerais revenir avant la puberté, ça n'existe pas. Bah là, c'est la même chose. Avant la ménopause, tu as un métabolisme. Après la ménopause, ton métabolisme il évolue.
Donc si tu ne changes absolument rien, c'est normal de prendre un petit peu de poids. Par contre, ce n'est pas parce que tu as ton métabolisme qui est rentré en ménopause que ça veut dire que c'est impossible de perdre du poids. Absolument pas. Moi, j'ai suivi des femmes. Il y avait une femme, je ne sais plus exactement quel âge elle avait, mais elle était âgée. Elle était âgée, elle avait moins de, je ne sais plus si elle avait 71 ou 73 ans. Bref, elle avait 70 ans passés. Elle avait perdu du poids. Je me rappelle très bien, je l'avais suivi, je me rappelle très très bien. C'était en 2000, soit c'était en 2020, soit c'était en 2021. Je me rappelle très bien. Et elle faisait de l'activité. Elle dit oui, je vais faire les courses à pied, je prends ma petite charrette, j'ai une petite piscine, j'essaie de faire un petit peu des longueurs et puis des mouvements. Elle faisait ce qu'elle pouvait et elle avait perdu du poids. Enfin, perdu du gras. Elle avait perdu du gras à 71 ou 73 ans, je me rappelle plus. Je me rappelle très bien parce qu'elle était venue accompagnée de sa petite fille. C'était sa petite fille qui me connaissait et qui a dit voilà, je te ramène ma grand-mère parce qu'elle veut perdre un peu de gras, etc. Et elle a réussi. Donc la ménopause, pas ménopause, c'est pas une excuse. C'est simplement quelque chose qui change et auquel il faut s'adapter tout simplement. Donc ça ralentit un peu, mais c'est pas fatal, c'est pas parce que tu as la ménopause, ça y est, c'est la fin du monde, tu peux plus perdre de poids. Non, absolument pas. Donc ménopause, tout ce qui est aussi tous les autres changements, etc. Ce ne sont pas, c'est pas des excuses, c'est pas une fatalité. Ah, j'ai 50 ans maintenant, je peux plus perdre de poids. Non. Oui, bien évidemment, à 20 ans, c'était plus facile. Tout comme moi aussi, je le vois à mon âge. C'était plus facile quand j'avais 20 ans. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux inventer la machine à remonter le temps? Tu peux pas. Donc il faut juste composer avec. Donc oui, avant c'était plus facile, mais ça ne veut pas dire que maintenant c'est impossible. C'est aussi simple que ça. Donc garde toujours ça en tête. Il y a des évolutions et il faut tout simplement s'adapter. Si tu veux t'adapter, ça fonctionnera. Si tu veux pas t'adapter, ah bah reste dans ta situation, my friend. C'est aussi simple que ça. C'est juste une question de est-ce que tu veux t'adapter? Est-ce que tu veux faire les efforts pour t'adapter? Ou est-ce que malheureusement tu vas te plaindre de la situation et tu chercheras pas forcément à chercher une solution là-dessus et il se passera rien. Parce que il y a pas de médicament miracle, il n'y a pas de complément alimentaire miracle, il n'y a rien de tout ça qui existe. C'est juste les choses basiques de la vie qui fonctionnent, my friend. Bon, je me suis un petit peu éloigné du sujet. Mais voilà, on a terminé avec cette 10e question sur la série. C'est oui ou c'est non. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des choses et que ce concept-là te plaît. Hésite surtout pas, vraiment, moi ça me ferait plaisir que tu fasses le retour de ce que tu as, de ce genre de concept-là. Et pareil, si tu as des questions auxquelles tu veux que moi je réponde par oui ou par non et que je détaille après, eh ben pose-les soit directement en commentaire, soit je vais mettre un lien un petit peu plus tard, peut-être qu'il apparaîtra pas tout de suite, mais un lien où tu pourras poser toutes les questions que tu veux. Genre vraiment toutes les questions que tu veux et du coup, ça sera anonyme. Donc comme ça, personne ne saura que c'est toi qui as posé cette question. D'ailleurs, moi-même, je ne saurai pas parce que ce sera vraiment 100% anonyme pour les gens et pour moi également. On se dit à très bientôt, my friend. Si tu veux t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. On a bientôt les 10 000 abonnés. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.